Alors aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'est quand même pas très connu par la jeune génération, mais elle fait partie quand même de ces auteurs que nous, on a pratiquement tous quand même étudié à l'école, les gens de nos générations, vous peut-être pas, mais nous dans nos générations, on a eu ce bénéfice-là. Elle faisait partie, comme vous le disiez dans votre introduction, elle faisait partie de elle s'est inscrite dans cette culture que la Troisième République avait prévue pour la France républicaine, celle dont nous, les anciens de l'université ouverte, on a été encore largement héritiers. Nos enseignants avaient été formés à cette école-là. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir et de confusion pour le son M. Florent Montaclair. Il enseigne, il est directeur des études et de la formation à l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur pour le Professorat et l'Éducation. C'est le successeur, cet institut est le successeur de l'UFM, et avant, l'UFM était le successeur des écoles normales de notre jeunesse. Il est docteur en littérature et civilisation française et comparée de l'Université de Paris 4, et il est spécialiste du fantastique romantique et du roman feuilleton. Enfin, il est l'heureux lauréat il a été l'heureux lauréat en 2015, de la médaille d'or de la philologie. De la philologie. C'est l'étude des textes de façon littéraire. Dans ce désarroi, je vous cède la parole. Pas de problème. Merci de cette présentation. Donc, j'espère que ma voix tiendra encore 2 heures aujourd'hui pour que tout le monde puisse m'entendre. Si ça faiblissait, vous n'hésiteriez pas à vous manifester et à me demander de trouver un nouveau souffle. Bien, comme vous avez commencé à visiter, à découvrir Colette en visitant sa maison, je commencerai moi aussi par cette thématique-là, qui est le fait que dans l'œuvre de Colette, et vous l'avez rappelé, Colette couvre une assez grande partie du siècle, la première moitié en tout cas, mais aussi une fin du 19e siècle, les 25 dernières années un peu plus du 19e siècle, et puis les 54 premières années du XXe siècle. C'est un auteur donc qui a participé à tous les mouvements culturels de la fin du XIXe siècle, mais aussi de l'entre-deux-guerres, les fameuses années folles, et puis de l'après-guerre aussi, comme nous allons le voir. Mon propos, c'est dans cette conférence un peu de faire une présentation de sa trajectoire de vie, et puis de montrer comment ses œuvres se déclinent à travers les événements, mais aussi à travers les grandes passions qui ont été les siennes et les grands événements. On la verra donc très souvent accompagnée d'autres auteurs, d'autres poètes, accompagnée d'autres écrivains, artistes dans tout genre dans cette conférence. Mais je commencerai par quelque chose qui est une idée qui est très centrale dans l'amitié en quelque sorte de Colette. Si on veut faire ami avec elle, il faut avoir en tête que c'est une voyageuse. Et ses œuvres d'ailleurs, un certain nombre de ses œuvres, je pense Lettres à la vagabonde par exemple, ou alors Mes apprentissages, note d'ailleurs cette idée qu'elle était en partance, un autre titre, elle était en tout cas voyageuse. Mais une voyageuse qui ne erre pas. Ce n'est pas une errante, c'est une voyageuse. Vous savez que la différence entre l'errance et le voyage, c'est que le voyage a un but, quand l'errance se fait au gré des chemins et au gré des vents. Et donc elle a des lieux qui l'inspirèrent, des points d'attache, des points d'ancrage, qui ont fait qu'elle a produit, à partir d'endroits dans lesquels elle se trouvait, une affinité, mais aussi elle se trouvait une confiance en elle, une confiance dans son écriture. Alors la première, évidemment, c'est celle que vous avez visitée, c'est Saint-Sauveur en Puisay, et vous avez ici 3 images de ce Saint-Sauveur. Que nous dit-elle? Eh bien, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que dans de très nombreux livres, elle a parlé de ces maisons où elle habitait.
La maison natale, donc, en haut à gauche. La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. La pente raide de la rue obligeait les écuries et les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie, à se blottir en contrebas tout autour d'une cour fermée. Et on voit sur l'image en haut, celle de droite, cette pente, justement, et, qui oblige toutes les parties de la maison à se retrouver en bas les unes par rapport aux autres. Accoudé au mur du jardin, je pouvais gratter du doigt le toit du poulailler. Le jardin du haut commandait le jardin du bas. Que nous dit-elle encore? Eh bien, elle nous dit « La façade principale sur la rue de l'Hospice était une façade à perron double, une maison bourgeoise de vieux village, mais la roide pente de la rue bousculait un peu sa gravité et son perron boitait, 4 marches d'un côté, 6 de l'autre. » On le voit sur l'image la plus à gauche, cette image. Et puis, encore, elle nous la raconte dans la maison de Claudine, cette maison. Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais qu'importe si la magie les a quittés, si le secret est perdu qui ouvrait, lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmure de voix humaines, qu'a déjà suspendu la mort, un monde dont j'ai cessé d'être digne. Voyageuse qui s'insère, qui s'inscrit, qui se fond dans ces environnements successifs. Et donc la maison, donc vous l'avez vu, ce jardin, ces arbres, et nous y reviendrons, ce sera aussi ma conclusion, cet amour du jardin et de la nature, elle le tient de sa mère, et elle a sans doute écrit sur cette relation à la nature qui s'éveille, sans doute un des plus beaux textes de la langue française. C'est dans Sido. Mais il n'y a pas que. Tout au long de sa vie, elle a donc circulé, elle a déménagé, et elle s'est trouvée aussi une maison en Bretagne, qui est la maison de Rosben, et vous avez donc là les 3 images centrales qui illustrent cela. C'est une maison qu'elle a découverte, la Bretagne avec son ami Missy, que nous allons voir souvent apparaître dans cette conférence. Et Missy, qui a une assez grosse fortune, achètera la maison. Le propriétaire, d'ailleurs, mettra 1 an à vouloir la vendre, à passer du statut de loueur, elle louait la maison, au statut de vendeur, mais la maison sera mise au nom de Colette. C'est un cadeau, en quelque sorte, de Missy à Colette. C'est une maison à 2 corps qui donne sur une petite baie, et là, eh bien, l'ambiance est différente de la Bourgogne, comme elle le sera de la Franche-Comté, nous allons voir dans un instant, puisque là, c'est la mer, mais une mer un peu particulière, c'est l'Atlantique. Nous verrons tout à l'heure, dans quelques instants, qu'il y aura aussi une autre mer différente, qui sera la Méditerranée. Je veux, dit-elle dans les lettres de la vagabonde, je veux que vous voyiez Rosven, son anse de mer verte, les rochers compliqués, le petit bois, les arbres neufs et les anciens, la terrasse chaude, les rosiers, ma chambre jaune, et la plage où la marée apporte des trésors. J'ai un perchoir de rochers entre le ciel et l'eau. On pêche le homard d'un bleu vif, et des crevettes en agate, et des crabes qui ont le dos en velours de laine. Une particularité du style de Colette, c'est aussi cette capacité à faire vivre les couleurs. Les couleurs, faire vivre les éléments du paysage, faire vivre le décor, faire vivre la nature, certes, mais aussi les couleurs qui vont avec. Et donc, couleurs très différentes pour le voyage suivant, puisque le voyage suivant, c'est Saint-Tropez. La treille muscate s'appelle la maison. Vous voyez que sur une des photos, elle a rayé Villa de Madame Colette pour ajouter à la place la treille muscate. Et c'est un déracinement, en quelque sorte, cette descente dans le sud, parce que c'est quelqu'un de la terre, la France centrale, pourrait-on dire, même de l'Est, Bourgogne-Franche-Comté, qui donc découvre la mer, mais une mer bleue, agate, et qui va aller vers, au contraire, des paysages secs, des paysages chauds, et ce sera un nouveau choc, tel que, on pourrait dire que, d'une certaine façon, les impressionnistes des années 1860-1870
Manet, Monet, Cézanne par la suite, ont eu le choc quand ils sont descendus sur la Méditerranée eux-mêmes. Un peintre plutôt parisien, habitué aux couleurs de Paris, ou plutôt peut-être parfois à l'absence de couleurs de Paris, arrivant dans le sud, eh bien, sont éblouis par les contrastes de couleurs chaudes, sont éblouis par la luminosité. Eh bien, c'est ce qui arrivera à Colette. Voici ce qu'elle nous dit dans Prison et Paradis. Il a fallu, pour la trouver, que je me détachasse du petit port méditerranéen, des tonniers, des maisons plates, peintes, rose bonbon, fanées bleu lavande, vert tilleul, des rues où flotte l'odeur du melon éventré, du nougat et des oursins. Je l'ai trouvé au bord d'une route que craignent les automobiles, et derrière la plus banale grille. Il y a aussi une maison petite, basse d'étage, que sa terrasse est couverte de glycine. J'oubliais, c'est vrai, de vous dire que la mer limite, continue, prolonge, ennoblit, enchante cette parcelle d'un lumineux rivage. Ici, je suis libre maintenant de vivre, si je veux, de mourir, si je peux. La treille muscate, qui couvre de son nom et de ses sarments le puits, n'a pas gonflé pour moi ses grains dont la panse tendue reflète en bleu le jour. La treille muscate que j'ai achetée n'est pas encore mienne. Il y a un temps où on ne peut pas se faire déraciner quand même d'un terrain, l'arbre ne peut pas sortir comme ça de la Normandie ou de la Bourgogne pour être planté tel un olivier dans le sud de la France. Il y a un moment où il faut que la greffe prenne. Et puis, et ça sera mes dernières demeures. Alors oui, j'ai quelques autres photos de ce sud où on se dort au soleil, où on prend des bains de soleil, et en particulier cette photo de groupe qui se trouve donc à droite, Germaine Beaumont, Bertrand de Jouvenel, Hélène Picard, Colette et Francis Carco. Alors ce sont des noms que nous allons voir dans cette conférence, parce que ce sont des auteurs pour une part, ce sont des amis proches pour d'autres, ce sont des personnes qui appartiennent en plein, en quelque sorte, à la vie et à l'être même de Colette. Francis Carco, vous le savez peut-être, de son vrai nom Carco-Pinot, Carco est un romancier et il a écrit en particulier des romans sur Besançon. Les Innocents, qui se passent à Besançon, Les Innocents par exemple, et c'est en se rendant chez Colette au Montboucon, à Besançon, qu'il a découvert la ville et qu'il a décidé de faire de cette ville un décor pour certains de ses romans. Et puis il reste donc cette fameuse maison des Montboucons qui à l'origine est un achat de son mari, qui est une possession de son mari et qu'elle va découvrir sans connaître la Franche-Comté, et elle va avoir véritablement un nouveau choc pour cette nature-là, qui est différente donc de ces autres natures qu'elle a pu voir en Bretagne, qu'elle a pu voir à Saint-Tropez, ou qu'elle pouvait connaître en Bourgogne. Mon Dieu, dit-elle dans Mes Vérités. La maison des Montboucons, c'est celle dont on trouve le plus de traces dans ses romans. Très souvent, dans ses romans, dans ses souvenirs, il y a Mes Vérités, comme ouvrage de souvenir, et puis Mes Apprentissages, c'est deux de ses œuvres qui parlent d'elle, ou elle parle d'elle, ses mémoires en quelque sorte, mais plutôt présentées sur le mode de la conversation que les mémoires de Chateaubriand par exemple, qui sont plus, on va dire, denses au point de vue du style. Mon Dieu, c'était une oasis, le mot n'est pas trop fort. C'était une petite propriété datant du directoire, quelques hectares, qui avait été longuement négligée, qui n'en était que plus beau. Le goût de mes heures franc-comtoises m'est resté si vif qu'en dépit des années, je n'ai rien perdu de tant d'images, de tant d'études, de tant de mélancolie. En somme, j'apprenais à vivre. Et vous voyez, on commence à voir un certain nombre de constantes dans ces maisons. Dans ces maisons, c'est les arbres, c'est les plantes, c'est la treille, c'est les branches, comme vous disiez, qu'il ne faut surtout pas couper. Mais c'est aussi les couleurs, le bleu, le jaune, en l'occurrence vert, ici. Donc les couleurs. Et puis,
une dernière idée, c'est le fait que quand on arrive, on est étranger, et à un moment donné, la plante pousse dans le pot nouveau, et la vie commence. Je commençais à vivre, ça fait plusieurs fois qu'on entend cette expression-là, elle est transplantée, et, eh bien voilà, la magie opère. Alors je vais sauter une ligne. De juin à novembre, mes apprentissages cette fois-ci, ouvrage mes apprentissages. De juin à novembre, 3 ou 4 années de suite, j'ai goûté là-haut une solitude pareille à celle des bergers. À 6 heures en été, à 7 heures en automne, j'étais dehors, attentive aux roses chargées de pluie, ou à la feuille rouge du cerisier, tremblant dans le rouge matin de novembre. Les couleurs. Ce pays que j'aime, déjà rajeunit l'âpreté d'un midi de Mistral, les pins bleus de l'Est et du haut de la terrasse de gravier, on voit luire très loin une froide rivière, argentée et rapide, couleur d'ablette. Et enfin, une petite dernière, comme au plus agréable des pièges, j'ai failli rester prise au charme des Montboucons, vieux arbres fruitiers, cerisiers, mirabelles, murs épais, impétueux feux de bois, sèches alcôves craquantes. Il s'en est fallu de peu que de bourguignonne, je ne tournasse bisontine, tout au moins framboisoise. Voici donc un écrivain dont nous percevons déjà un petit peu le style et dont nous voyons un attachement aux lieux qui permettent la création. Alors remontons un petit peu, allons l'explorer, cet auteur, et nous la trouvons, eh bien tout d'abord, enfance. Alors enfance dans les E, évidemment, où est-elle cette enfance? La voilà. Enfance. Quelques photographies, 18 mois, 2 ans. Sidonie Gabrielle Colette étant son nom de famille. Elle naît donc le 28 janvier 1873 de Adèle Eugénie Sidonie, qu'on appellera plutôt Sidonie, voire Sido dans l'œuvre de sa fille. Elle était née en 1835. Vous voyez que ce sont sa mère et surtout son père, vous allez voir, sont des personnages vraiment du 19e siècle par rapport à elle. Et son père, Jules Joseph, lui était né à Toulon en 1829. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils étaient d'un autre siècle, où ils ont vraiment vécu le 19e siècle? Donc voici encore la maison de Bourgogne, et voici à la fois le père jeune et la mère, ainsi qu'une photographie de famille où au centre on voit Colette, justement, enfin Gabriel, puisque son prénom c'est Gabriel. Pourquoi est-ce que je dis qu'il fut homme du 19e siècle tout autant que sa fille fut femme du 20e? Eh bien parce qu'il a vécu les événements de ce 19e siècle majeur, et en particulier dans l'armée, comme vous le voyez ici, militaire. Il avait été blessé en 1859 pendant la campagne d'Italie. Vous savez que Napoléon III n'est pas aussi belliqueux que son oncle, mais enfin il fait quand même un certain nombre de campagnes militaires, et en particulier l'Italie, où il sera blessé puisqu'il perdra une jambe le 9 juin 1859 à la bataille de Melegnano. Revenu en France, on lui octroiera en guise de pension, en quelque sorte, une charge, un poste de percepteur à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est là que la famille s'installera. Et puis il rencontre Sidonie, celle qui sera sa femme, qui est veuve déjà, et qui a 2 enfants d'un premier-né, Juliette et Achille, et Colette sera donc fille d'un second mariage, d'un second lit, elle et son frère Léopold. Donc une famille avec plusieurs enfants, mais avec des écarts d'âge assez importants, et puis un
un monde de l'enfance très choyé. Voici ce qu'elle dit sur son père: il est né pour plaire et pour combattre, improvisateur et conteur d'anecdotes. Et c'est là, évidemment, qu'elle va à l'école. Alors ça, vous allez me dire, la belle invention, qui n'y est pas allé? Eh bien, oui, qui n'y est pas allé? Eh bien, justement, qui est allé plutôt à l'école? Puisque vous avez vu sa date de naissance, 1873, ça veut dire que quand elle a 8 ans, révolution dans le monde français, l'école devient obligatoire et gratuite. Et si vous avez souvenir d'avoir lu son premier roman, dont je vais rapidement faire la genèse dans un instant, qui est donc Claudine à l'école, la première page commence par: la vieille école a été rasée et on en a construit une nouvelle. Mais alors pourquoi la vieille école et pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, il faut se dire que avec Colette, mais aussi avec Marcel Pagnol, nous avons une génération qui connaît l'école obligatoire gratuite, mais aussi en quelque sorte universelle. C'est-à-dire que toute une classe d'âge connaît les mêmes enseignements, les mêmes contenus, les mêmes personnages historiques, connaît les mêmes nécessités liées à l'école. C'est la première fois qu'une classe d'âge complète connaît des éléments culturels en quelque sorte identiques. Pour les garçons, puisque je vois que le public est très... Nous, il y a le service militaire. Vous vous rappelez que le service militaire, c'est un moment où tout le monde est au même endroit, pas tout à fait, mais enfin, dans une vie collective pendant un certain temps, et puis après, tout le monde a des souvenirs à peu près identiques entre le lever du drapeau, entre les... bon, bref, mais c'est cela l'école. L'école, c'est la première génération qui découvre un rite collectif pour toute une classe d'âge. Et il n'est pas donc inintéressant qu'elle constate dans cette première page de Claudine à l'école que la vieille école a été rasée, parce que la loi qui crée les écoles en France, elle datait de 1837, c'était la loi François Guizot. François Guizot était ministre de l'Instruction de la monarchie de Juillet, et en 1837, il fait passer une loi qui crée les écoles communales et les écoles normales. Mais ces écoles communales, elles ne sont ni gratuites, ni obligatoires. Donc le public est limité, mais c'est une idée qu'il faut que l'État, en l'occurrence la commune, prenne en charge tout de même de manière assez uniforme la formation de ce qu'on pourra appeler par la suite le citoyen. Et les premières écoles, elles datent donc de ce mouvement 1837-40, ce qui fait qu'en 81, quand la loi sur la gratuité de l'école arrive, et puis autour de 1880-85, quand Colette y est, ces vieilles écoles, elles ont 50 ans, donc elles ne sont pas suffisantes en taille, donc on en construit des nouveaux. Et quand elle commence son roman en disant « La vieille école a été rasée, la nouvelle n'est pas encore tout à fait sortie de terre », elle fait ce qui est la première fois dans la civilisation française, elle fait référence à un souvenir collectif que toute une génération a, lié au monde scolaire. Et c'est d'ailleurs très amusant de constater que 3 pages après, elle s'intéresse au contenu, et que dit-elle sur les contenus? Eh bien, qu'elle a appris les règles désolantes du participe passé, et si on regarde les 3 premières pages de La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, qui voit-on? Eh bien, on y voit aussi, c'est hibou, chou, genou, et on y voit aussi ces règles du participe passé, parce que c'est la première fois que de Lille à Marseille, de Bretagne en Franche-Comté, on peut être sûr que tout le monde a entendu parler de hibou, chou, genou, caillou, et tout le monde a trouvé ça délirant, et tout le monde a trouvé ça bizarre, et tout le monde a trouvé les participes passés sidérants. Donc voilà, c'est aussi le succès de Colette, c'est aussi cela. C'est un écrivain qui, pour la première fois,
peut partager avec chacun des citoyens français des souvenirs communs sur son enfance. Alors là voilà cette petite école, petite description, c'est dans Claudine à l'école. C'était une pauvre vieille école, délabrée, malsaine, mais si amusante. Donc ça c'était l'ancienne. Hein. Le rez-de-chaussée, nos deux classes l'occupaient, la grande et la petite. Deux salles incroyables de laideur et de saleté, avec des tables comme je n'en vis jamais, diminuées de moitié par l'usure, et sur lesquelles nous aurions dû, raisonnablement, devenir bossus au bout de 6 mois. L'odeur de ces classes, après 3 heures d'études du matin et de l'après-midi, était littéralement à renverser. Vous vous rappelez que la première chose qu'elle fait lorsqu'elle arrive, elle a 15 ans, elle arrive, c'est qu'elle est de corvée de bois en quelque sorte, donc elle commence à arriver avant les autres, et elle lance le poêle à bois pour chauffer l'école, donc évidemment, des odeurs et des ennuis de toutes sortes. C'est là qu'elle rencontre Olympe Thérin. Vous voyez, elle a marqué sur la photo avec une petite flèche qui désigne donc ce personnage debout à l'arrière-plan, Olympe Thérin, qui lui servira de modèle pour mademoiselle Sergent, l'institutrice, donc Claudine à l'école. Une jeune fille de 24 ans fraîchement diplômée. Ce n'est donc plus une enfant qui, sous la direction de mademoiselle Thérin, prépare son brevet, mais une jeune fille trop tôt mûrie qui sait 1000 choses sur les plantes, les animaux, les hommes, et qui a lu plus qu'il n'est coutume à son âge. Ça, c'est la description qu'elle fait de Claudine, donc elle fait d'elle-même. Une jeune fille trop vite grandie. Il y a donc, je le répète, il y a donc, avec le succès de Colette, un enracinement dans le territoire, ça c'est une affaire, mais il y a aussi cette sensibilité nouvelle qu'un écrivain peut partager en ayant des souvenirs communs avec tout un ensemble de sa génération. Arrêtons-nous un instant sur l'origine possible de faire. On ne voit pas grand-chose, mais je vais lire le texte. Les goûts et les couleurs, il est difficile d'en parler, mais il n'empêche que je pense que nous avons là un des plus beaux textes sur sa mère déjà, mais aussi sur la relation à la nature. C'est donc dans Sido. Et âgée déjà, Colette se souvient de la fin de vie de sa mère. Mère avec qui elle a eu des relations très conflictuelles, vous le verrez tout à l'heure. Mais voici ce qu'elle nous dit, et on voit bien là d'où elle tient son enracinement dans la terre. Eh bien, elle le tient de cette mère. Son inconstance à elle, ce fut de voler de l'abeille à la souris, d'un nouveau-né à un arbre, d'un pauvre à un plus pauvre, d'un rire à un tourment. Pureté de ceux qui se prodiguent. Il n'y eut jamais dans sa vie le souvenir d'une aile déshonorée, et si elle trembla de désir autour d'un calice fermé, autour d'une chrysalide, roulée encore dans sa coque vernissée, du moins elle attendit, respectueuse, l'heure. Pureté de ceux qui n'ont pas commis d'effraction. Me voici contrainte, pour la renouer à moi, de rechercher le temps où ma mère rêvait dramatiquement au long de l'adolescence de son fils aîné, de très beau, de séducteur. En ce temps-là, je la devinais sauvage, pleine de fausses gaietés et de malédictions, ordinaire, enlaidie, aux aguets. Ah, que je la revois ainsi diminuée, la joue colorée d'un rouge qui lui venait de la jalousie et de la fureur. Que je la revois ainsi, et qu'elle m'entende assez pour se reconnaître dans ce qu'elle eut le plus fort éprouvé. Que je lui révèle à mon tour savante combien je suis son impure survivance, sa grossière image, sa servante fidèle, chargée des basses besognes. Elle m'a donné le jour et la mission de poursuivre ce qu'en poète elle saisit et abandonna, comme on s'empare d'un fragment de mélodie flottante en voyage dans l'espace. Qu'importe la mélodie, à qui s'enquiert de l'archet et de la main qui tient l'archet. Elle alla vers ses fins innocentes avec une croissante anxiété. Elle se levait tôt, plus tôt encore,
Puis encore plus tôt, elle voulait le monde à elle, et désert, sous la forme d'un petit enclos, d'une treille, d'un toit incliné. Elle voulait la jungle vierge, encore que limitée à l'hirondelle, aux chats et aux abeilles, à la grande épère, debout, sur la roue de dentelle argentée par la nuit. Le volet du voisin, claquant sur le mur, ruinait son rêve d'exploratrice incontestée. Recommencer chaque jour à l'heure où la rosée froide semble tomber, en sonores gouttes inégales du bec des merles. Elle quitta son lit à 6 heures, puis à 5 heures, et à la fin de sa vie, une petite lampe rouge s'éveilla l'hiver, bien avant que l'Angélus bâtît l'air noir. En ces instants encore nocturnes, ma mère chantait, pour se taire dès qu'on pouvait l'entendre. L'alouette aussi, tant qu'elle monte vers le plus clair, vers le moins habité du ciel. Ma mère montait, et montait sans cesse sur l'échelle des heures, tâchant de posséder le commencement du commencement. Je sais ce que c'est que cette ivresse-là, mais elle quête, elle, un rayon horizontal et rouge, et le pâle souffle qui vient avant le rayon rouge. Elle voulut l'aile humide que la première abeille étire comme un bras. Elle obtint du vent d'été, qu'enfante l'approche du soleil, sa primeur en parfum d'acacia et de fumée de bois. Elle répondit avant tous au grattement de pieds et au hennissement à mi-voix d'un cheval dans l'écurie voisine. De l'ongle, elle fendit sur le seau du puits le premier disque de glace éphémère où elle fut seule à se mirer un matin d'automne. Et, texte un peu long, mais il est d'un certain souffle, que j'aurais voulu offrir à cet ongle dur et bombé, apte à couper les pétioles, cueillir la feuille odoriférante, gratter le puceron vert et interroger dans la terre les semences dormantes, que j'aurais voulu offrir mon propre miroir de naguère, la tendre face à peine virile qui me rendait embellie mon image. J'aurais dit à ma mère, vois ce que je fais, vois ce que cela vaut. Cela vaut-il que j'endosse mon déguisement diffamé qui me permet de sustenter en secret, bouche à bouche, la proie que je semble boire? Cela vaut-il que je détourne les aurores que toi et moi nous aimons? Je me consacre à des paupières que j'éblouis et à leur promesse de lever d'astre. Scrute, mieux que moi-même, ma tremblante œuvre que j'ai trop contemplée. Fourbis ton ongle dur de jardinière. Mais il est trop tard. Celle à qui j'avouais tout avait déjà conquis en ce temps-là son éternel crépuscule du matin. Elle nous eût jugé, hélas, clairement avec sa cruauté céleste qui ne connaissait pas le courroux. Rejette ton Nantes, un peu monstrueuse, ma fille, le greffon qui ne veut prospérer que par toi. C'est un qui? C'est un gui. Je t'assure que c'est un gui. Je ne te dis pas, il est mal de recueillir un gui, parce que le mal et le bien peuvent être également resplendissants et féconds. Quand je tâche d'inventer ce qu'elle m'eût dit, il y a toujours un point de son discours où je suis défaillante. Il me manque les mots, surtout l'argument essentiel, le blâme, l'indulgence imprévue, pareillement séduisant, et qui tombait d'elle, léger, lent, à toucher mon limon et à s'y enliser doucement, lent à ressurgir. Ils ressurgissent maintenant de moi, quelquefois, on les trouve beaux. Mais je sais bien que, reconnaissables, ils sont déformés selon mon code personnel, mon petit désintéressement, ma générosité à gestes courts et ma sensualité qui eut toujours, Dieu merci, les yeux plus grands que le ventre. D'où lui vient cet amour de la terre? Eh bien, il lui vient de cette mère qui, jusqu'au bout de sa vie, chercha elle aussi l'amitié, pourrait-on dire, de la nature naissante, non pas une nature sauvage, mais une nature telle qu'un jardin peut la proposer. L'adolescence, quand même, de notre auteur connaît un petit drame, et ce drame, c'est le mariage de sa sœur. Alors, vous avez entendu tout à l'heure qu'il y a un demi-frère et une demi-sœur, nés d'un premier lit,
Et la Juliette, la sœur, épouse un médecin, le docteur Rocher, je les vois ici, et cela provoque une assez grande déflagration dans le cercle familial. Alors pourquoi? Tout d'abord, écoutons Colette. Ma demi-sœur, l'aînée de tous, l'étrangère, l'agréable laide aux yeux tibétains, se fiança à la veille de coiffer Sainte Catherine. In extremis, elle se case, donc, avec un médecin. C'est charitable, oui, comme dit monsieur. Mais c'est quand même moins que ce que dit la belle-mère. La belle-mère, Sido, que pense-t-elle de son gendre? Elle l'appelle le premier chien coiffé. Et le problème, c'est que cette fille a hérité de son père à elle, donc le premier mari de Sido, il a hérité de la fortune, elle a hérité de la fortune de son père. Et que son mari l'incite à réclamer cet héritage. Or, la famille Colette, le capitaine Colette et sa nouvelle femme et ses 2 enfants à lui, l'ont quelque peu dilapidé, pour dire les choses simplement. La maison de Claudine. Sitôt mariée, ma sœur aux longs cheveux céda aux suggestions de son mari, de sa belle famille, et cessa de nous voir, tandis que s'ébranlait l'appareil redoutable des notaires et des avoués. Obligation de restituer l'argent, donc ruine de la famille, qui est obligée d'aller habiter chez le fils aîné, chez Achille, donc, qui habite à Châtillon-Coligny. Donc c'est pas très loin, mais enfin, on est obligé d'abandonner la maison natale, parce que les enfants du premier lit exigent la restitution d'argent auquel ils avaient droit du fait de l'héritage. La conséquence, c'est que c'est une sorte de sortie du jardin d'Éden, c'est une sorte de sortie du monde de l'enfance, et pendant 3 ans, ils vont vivre, et donc Colette va vivre avec son frère, qui lui aussi exerce la profession de médecin. La vie ne sera pas d'une grande difficulté, mais c'est une nouvelle expérience parce qu'elle va vivre, voici quelques photos de famille, eh bien, elle va suivre son frère dans ses tournées. Je crois que vous allez avoir une conférence sur Madame Bovary, hein, si oui. Vous pouvez comprendre. Donc vous verrez Charles Bovary, qui lui n'est qu'officier de santé, mais qui fait aussi ses tournées à travers la Normandie, laissant sa femme seule et puis affrontant les routes pour soigner. Et Colette accompagne son frère dans ce vaste mouvement. Dans Aventure quotidienne, elle nous dit « Nous arrivions à l'improviste et trouvions le petit patient, seul dans le bâtiment de ferme, ligoté dans son berceau, la sucette au bec et les yeux noirs de mouche. Ou bien il criait sans repos, confié à une gardienne de 4 ans. » Bon, c'est la vie des campagnes. C'est la vie des campagnes. Les parents ont plus d'activités qu'ils n'en demandent et les enfants sont donc laissés à elles-mêmes. Et c'est tout de même une vie de famille agréable. Vous avez ici donc le capitaine Colette, son père, et Sido, sa mère, en train de faire une partie de dames sur leur terrasse, dans leur jardin. Voici encore ce qu'elle dit sur son père. Toutes ces belles facultés qui l'auraient poussé vers la littérature et les sciences, il a préféré ne songer qu'à moi, se tourmenter pour moi. Mais le tourment ne dure en quelque sorte qu'un temps, parce que après l'adolescence, eh bien, vient la jeune adulte. Alors ce n'est pas Colette, là. Elle n'a pas vieilli d'un seul coup et il s'est laissé pousser la barbe. Non. Vient un ami de la famille, Henri Gauthier-Villard. Cet Henri Gauthier-Villard est donc ami de la famille, il habite lui aussi en Bourgogne. Il est assez riche de quelques héritages, en particulier aussi dans le Jura. Et, eh bien qu'âgé, il a plus de 10 ans de plus qu'elle, ils se plaisent, ils discutent, ils se connaissent, et eh bien un jour, ils se marient. 15 mai 1893.
Donc elle a tout juste 20 ans quand lui en a 32. Monsieur Willy, alors, les apprentissages, très tardifs, hein, c'est un des derniers ouvrages, on n'est pas dans les années 90, on est plutôt dans les années 50. Souvenir de Monsieur Willy. Monsieur Willy n'était pas énorme, mais bombé. De puissants crâne, œil à fleur de front, un nez bref, sans arête, la bouche étroite, mignarde, agréable, sous les très fortes moustaches d'un blond gris qu'il teignit longtemps. Il avait je ne sais quoi d'anglais dans le sourire. On avait dit qu'il ressemblait à Édouard VII. Pour rendre hommage à une vérité moins flatteuse, sinon auguste, je dirais qu'il ressemblait surtout à la reine Victoria. Quelques photos avec Toby Chien, qui est un des grands compagnons de Colette, son chien. Willy, lui, il est déjà un petit problème, c'est qu'il a déjà un enfant hors mariage. Ce qui, pour le coup, n'est effectivement à cette époque-là pas non plus d'une grande habitude. Et il va essayer de profiter de cette entrée en quelque sorte dans la respectabilité pour en profiter pour reconnaître cet enfant et puis le faire accepter par sa famille. Voilà ce qu'il écrit, Willy, à son frère. J'épouse la fille du capitaine Colette de Châtillon, heureux de témoigner ma reconnaissance à une famille qui a été pour Jacques d'une bonté absolument touchante. Parce que la famille de Colette s'occupait de ce petit garçon qui était donc illégitime, pensait-on à cette époque-là. Elle n'a pas de dot d'ailleurs, ce qui ne réjouit pas nos parents. Mais ils sont heureux, vous voyez, en quelque sorte, caser le grand garçon de 32 ans et puis de clarifier la situation du petit-fils qui, se trouve désormais dans une famille, on pense, stable. En peu d'heures, ça c'est la vie de Colette, en peu d'heures, un homme sans scrupules fait d'une jeune fille ignorante un prodige de libertinage qui ne compte plus aucun. Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais cet homme-là et que j'ai souffert. Alors, on verra dans un instant ce que ça signifie. Ce qu'on appelle la vie de Bohème m'a toujours convenu, aussi mal que les chapeaux emplumés ou une paire de pendants d'oreilles. À cette époque-là, elle mène une vie qui est plutôt une vie bourgeoise, vous voyez. Elle est fille du percepteur quand même. C'est un certain standing, dira-t-on. Voilà quelques photographies du couple. Encore une fois, photographie de l'un et de l'autre. Leur installation à Paris, et la voilà avec le petit Jacques sur les genoux. Alors, un jour que le couple tout jeune marié est venu voir les parents de Colette, ils en profitent pour visiter Saint-Sauveur, et ils font un arrêt à l'école où se trouve justement mademoiselle Thérin, l'institutrice. Et l'institutrice et Colette tout de suite embrayent sur leurs souvenirs, et c'est là que Willy s'aperçoit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement là, il y a une curiosité civilisationnelle, il y a tout un ensemble de souvenirs qui ferait une histoire tout à fait passionnante, parce que ce sont des souvenirs qu'après tout, pratiquement tout le monde peut partager. Voici ce qu'il dit, voilà-t-il pas un merveilleux sujet de roman. Alors il faut savoir que Willy est lui-même auteur. Il est auteur de romans, mais il est aussi, pourrait-on dire, mondain surtout. Voilà, c'est un dandy. Dans la suite de Baudelaire, on appellerait ça un dandy. Il est dans les milieux théâtraux, il est dans les milieux musicaux, il est spécialiste du calembour et du bon mot. Alors qu'est-ce que ça veut dire du calembour et du bon mot? Je vous en ai trouvé quelques-uns par-ci par-là. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces bons mots?
Hop. Je les ai mis quelque part, mais où les ai-je donc mis? Peut-être sur le bureau. Tiens, bon, je les trouverai tout à l'heure, d'ici ma conclusion, ils réapparaîtront. Bref, c'est un écrivain, mais c'est un écrivain de choses joyeuses plutôt, et c'est un écrivain qui tourne plutôt, qui a plutôt un succès, on va dire un succès de mondanité, de succès de salon, un succès qui relève de cette présence qu'il a, vivante et bon vivant. Il propose donc à Colette d'écrire le premier roman, qui est donc Claudine à l'école en 1900, qu'il signe lui de son nom unique, comme toute la série. Un an plus tard, Claudine à Paris, un an plus tard, Claudine en ménage, et en 1903, Claudine s'en va. Tous ces romans publiés exclusivement sous son nom à lui. Alors ce Willy, il est un personnage, comme je le disais il y a un instant, mais c'est aussi, nous sommes dans Amour, c'est aussi un homme particulièrement infidèle. Particulièrement infidèle parce que dès les années 86, c'est-à-dire quand il n'est encore pas marié, il enchaîne dans les milieux culturels et mondains, il enchaîne les maîtresses et il enchaîne les aventures. Il rencontre par exemple la femme d'un caricaturiste qui a disparu de la circulation maintenant, qui s'appelait Émile Coll, mais de son vrai nom, Émile Courtet. Alors ça par contre je l'ai vu, elle est ici. Voilà un exemple de ces caricatures, donc c'est pas très lisible. Donc d'un côté, oui, il est beau mon chien, mais ses jambes sont si courtes que son ventre traîne par terre. Pourquoi n'essayez-vous pas des pneumatiques? Et donc de l'autre côté, on lui a mis des roues. Eh bien, que dites-vous de ça de mon idée, hein? Mais que diable lui avez mis à la queue? Réponse, c'est la pompe à air, vous comprenez, s'il crevait en route. Donc voilà, caricaturiste. Et cela va nous apprendre quoi? Alors voilà quelques-unes de ces maîtresses qui se succéderont. Louise Servat, par exemple, que vous avez reçue, a vécu pendant quelques années avec Willy dans un domicile qu'il partageait, mais donc de manière contraire à la morale et aux mœurs de cette époque-là. Et ils ne se sont jamais mariés. Quand elle est morte très jeune, à 29 ans, Willy a fait imprimer des faire-part de deuil à son nom à elle seulement, non pas à son nom à lui, parce qu'évidemment, étant marié, le scandale aurait été beaucoup plus grand. Lorsqu'il a par la suite un enfant illégitime, cet enfant il pose problème, il ne sait pas trop quoi en faire, puisque comme je le disais tout à l'heure, d'un côté il enchaîne les séductions, et puis de l'autre côté il n'a pas d'épouse officielle. Voici ce que dit Sido, la mère de Colette, à propos de cet enfant. C'est un enfant qui doit faire entrer par la grande porte Gabriel, qui est donc Colette, dans la famille Gauthier-Villard, parce que le grand-père est fou de ce petit, et il faudra qu'il consente au mariage de son fils avec une fille sans dot, à cause de ce petit. Sans cela, je crois qu'il faudrait des sommations respectueuses. Il y a des rigidités un peu partout dans cette société-là. Ce qui est intéressant dans cette vie d'aventure amoureuse, c'est qu'elle se passe finalement dans des milieux qui sont relativement fermés. C'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde. Et que Colette devenant Madame Gauthier-Villard, elle va rencontrer les anciennes maîtresses évidemment de son mari, et puis vous verrez même un peu plus à certains moments, parce qu'elle va même partager la vie avec son mari de certaines de ses maîtresses, mais ça l'a fait entrer dans tout un ensemble de milieux artistiques de ces années 1900. Par exemple, Marguerite Magnier, que nous avons ici, qui s'appelle de son nom de scène Meg Villard, elle est danseuse. Et donc c'est tout le milieu de la danse que découvre Colette grâce à elle. Une petite remarque, toujours de Colette. Ménage à 3,
formule dont Willy était friand, c'est ça. Voilà. Jamais nuit fut donc Willy propose à Colette de faire emménager Meg Villard dans l'appartement familial. Et voici ce qu'elle écrit. Jamais nuit fut si longue que celle que je viens de passer. Je sens toujours que vous me donniez hier de temps en temps. Si je disais que je suis très amoureuse de vous, j'ai sauté une ligne, de vous, ça serait pure façon de parler, mais je suis tellement hypnotisé que ça revient au même. On vit dans un monde qui devient très libre. Colette entre aussi à travers ces rencontres dans les milieux littéraires et homosexuels féminins de la capitale, avec par exemple des poétesses comme Polaire, un peu disparue de la circulation Polaire, mais elle sera un des grands personnages, une grande amie, la voilà en photographie, Polaire, qui vivra donc un amour avec Colette, mais aussi avec d'autres personnes. Pour vous montrer un peu l'ambiance, c'est l'ambiance, une petite anecdote, la traduction, il y a fort à parier que si vous cherchez les mille et une nuits, les contes des mille et une nuits, Ali Baba, Aladdin, etc., nous en avons finalement deux grandes traductions. On a la première traduction connue en France, elle date de 1704, par un ancien attaché d'ambassade de Louis XIV, qui était attaché d'ambassade à Istanbul. Donc c'est la traduction dite de Galland. Et il y a une autre traduction qui date, elle, des années 1920, qui est celle du docteur Mardrus, qui était un médecin libanais, et qui participait de cet ensemble-là. Et il y a une anecdote qui permet de cibler un petit peu l'ambiance, c'est que le docteur Mardrus avait proposé à toutes ces femmes sans enfants, puisque vivant ensemble, de leur faire un enfant à chacune. Il se dévouait, en quelque sorte, le docteur Mardrus. Mais oui, c'est un monde de mœurs qui sont des mœurs très libres. Concernant Polaire, par exemple, voici ce que dit Colette. Nous avons lié toutes deux une très bonne et très tranquille amitié. Willy nous achetait les mêmes robes pour la publicité. Le voilà avec les deux, mais avec des robes différentes. Polaire avait l'air à la fois d'une fourmi à la taille étranglée et d'une guêpe jaune et noire. Moi, j'étais une petite bonne femme qui venait de reconquérir sa santé. Sur Georgie Duval, juste en dessous, que nous dit Colette, dangereusement séduisante, menteuse, éperdument, et très très amoureuse du danger inutile. Encore, toujours sur la même, cette grande jeune femme aux épaules larges et au torse gracile est remarquablement calipige. Calipige, c'est du grec, hein, vous savez que ça veut dire qu'il y a des belles fesses. Kalos, pigos, pigos les fesses, et puis pigoi au pluriel, et puis kalos, kaloi, les peaux. Son visage est mangé par une magnifique, donc ça veut dire que quand elle décrit ses amis, regarde leurs fesses. Son visage est mangé par une magnifique chevelure fauve et ondulée, mais ce qu'on remarque le plus dans ce visage, qui pourrait être banal, ce sont ses yeux aux longs cils ambrés, d'une mobilité inquiète, défiante et tendre selon le regard menteur et vague. Elle a beaucoup de charme, tous ses gestes voltent des hanches, flexion de la nuque, balancement de la taille, trace les courbes voisines du cercle. Et dans ce milieu parisien artistique, il y a aussi tout un ensemble, c'est pas ça que je voulais faire, hop, c'est pas ça non plus, bon, c'est ça, voilà, hop, amis. Tout un ensemble d'écrivains de premier plan pour ces années 1930, pour ces 30 premières années, comme par exemple Marcel Schwab, qui avait commencé par être le nègre de Willy. Donc il écrivait rapidement des romans, des petites pièces, des petites œuvres pour gagner évidemment de l'argent. Voici ce que dit Colette. Il gaspillait pour moi son temps avec magnificence, et je ne m'en étonnais pas.
Je le traitais comme s'il nous appartenu. À 20 ans, on accepte royalement les présents démesurés. Il est encore connu, ce qu'on lit encore de lui, c'est son étude sur l'argot. Il a laissé une œuvre très intéressante sur les argots parisiens et sur donc comment on parlait dans les différents milieux populaires parisiens. Pierre-Louis encore, est-ce que je l'ai dit Pierre-Louis là en bas à droite, donc qui était poète mais aussi romancier. Son œuvre majeure, c'est Le tombeau du roi Pozole. Voici un petit extrait. Ici gît le corps délicat de l'idée, petite colombe, la plus joyeuse de toutes les courtisanes, qui plus que tout autre aima les orgies, les cheveux flottants, les danses molles, les tuniques d'hyacinthe. Plus que tout autre, elle aima les glottismes savoureux, les caresses sur la joue, les jeux que la lampe voit seule, et l'amour qui brise ses membres. Et maintenant, elle est une petite ombre. Mais avant de la mettre au tombeau, on l'a merveilleusement coiffée, on l'a couchée dans les roses. La pierre même qui la recouvre est tout imprégnée d'essence et de parfum. Terre sacrée, nourrice de tout, accueille doucement la pauvre morte, endors-la dans tes bras, ô mère, et fait pousser autour de la stèle, non les orties et les ronces, mais les tendres violettes blanches. Alors pourquoi je vous lis cet extrait? Parce qu'on voit quand même les interférences d'auteurs. C'est la nature, c'est la plante, c'est les couleurs. On voit que les uns et les autres s'enrichissent les uns par rapport aux autres. Donc plusieurs, je passe un petit peu car l'heure commence à tourner. Reste qu'à un moment, cette volonté de Willy de vivre des amours parallèles, nombreuses, voire de mettre dans le même endroit et son épouse légitime, officielle, et ses maîtresses, fait que Colette décide de partir, et elle va partir, mais faire quoi? Faire quoi? Vous avez vu son enfance, elle n'a pas appris particulièrement quelque chose de très remarquable, de très évident, mais elle participe à ces mouvements intellectuels et culturels. Elle a découvert la danse grâce à ses amis, Meg Villard, par exemple, qui était danseuse au CAF11. Elle se tourne vers Georges Vague, dont vous avez ici la photographie. Georges Vague, qui, reconnaissant la plastique et aussi le talent que peut avoir Colette, eh bien, lui propose de devenir mime, de se lancer dans la pantomime. Voici ce qu'elle dit dans une lettre le 6 février. Que voulez-vous que je fasse? De la couture, de la dactylographie ou le trottoir? Le music hall, c'est le métier de ceux qui n'en ont appris aucun. Et elle va commencer à jouer un certain nombre de pièces. Vous la voyez, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de photographies sur les différentes pièces qu'elle joue. Et elle a un énorme succès, mais un succès de scandale. Un succès de scandale, parce que, rappelez-vous qu'on est donc dans les années 1900, on est grosso modo à l'époque de Mata Hari. Vous vous rappelez, Mata Hari, c'est une jeune fille d'Europe du Nord qui a suivi son mari militaire en Indonésie, divorce, elle est revenue, comme elle ne savait rien faire, eh bien elle a fait de la danse elle aussi. Elle défraiera la chronique en 1915, 16, 17, quand on accusera l'espionnage, elle sera fusillée. Mais c'est la période des danses exotiques, c'est la période des danses coloniales en quelque sorte. Et Colette eh bien, va s'illustrer dans la pantomime, dans ce genre-là, avec des spectacles égyptiens, vous avez la photographie du milieu. Voici ce qu'elle dira par la suite. Je n'ai jamais paru nue, mais j'ai pu paraître très dévêtue. Pourquoi aurais-je eu honte? J'étais très bien bâti, et je ne jouais jamais rien qui fût immoral. Immoral à mon sens à moi, pas celui du public. Je n'avais pas de complexe. En fait, ça fait un scandale énorme. Ça fait un scandale énorme, d'autant que elle rencontre une jeune fille, Missy, qui est la fille du duc de Morny, qui est richissime, qui
sera son amie pour le reste de sa vie. Elle mourra juste après la Seconde Guerre mondiale, mais une amie qu'elle va en quelque sorte dévergonder. Alors, c'est pas tout à fait aussi vrai que cela, parce que la Missy en question portait pantalon et fumait cigare, ce qui est tout à fait évidemment malvenu. C'est pas à l'allure qu'on verrait ça, j'espère. Quoi qu'il en soit, c'était tout à fait malvenu à cette époque-là. Et elle entraîne Missy, qui est membre de la plus haute aristocratie, parce que c'est tout de même l'arrière-petite-fille de l'impératrice Eugénie. Et c'est là, elle est apparentée d'une manière très directe avec la reine Hortense. La reine Hortense qui était la mère de Napoléon III. Donc, c'est une famille de très riche, mais aussi de très grande moralité, pourrait-on dire. Et donc, dans cette vie seule, elle se produit sur les planches, et puis elle gagne une liberté, elle et Missy, qui font, la voilà Missy, qui font que, vous la voyez, Colette au-dessus, fume en pantalon, habillée en homme, avec une cigarette. Il arrive aussi, donc la voilà Missy et Colette, donc Missy très habillée en homme. Elle avait épousé très très jeune le marquis de Bellebeuf. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi la marquise de Bellebeuf. Quelques petits commentaires. Une dame, c'est une femme expurgée. Donc, une dame, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a perdu toutes ses caractéristiques de femme. C'est une sorte de créature androgyne à qui on a fait perdre toutes ses passions. Autre citation, elle apparaît à Paris comme une jeune fille anglaise, longue, fragile, les cheveux châtain clair, gardant presque épanouie, la blondeur enfantine, les yeux sombres, une petite bouche pâle, une voix légèrement musicale. Tout y disait l'enfance, la malice, la propension au rire. Où chercher entre la chevelure blonde et la tendre fossette du menton effacé et faible, un pli qui ne fut point riant, l'indice, le gîte de la tragique tristesse qui rythme les vers de René Vivien. Colette se retrouve donc seule et leur divorce sera prononcé 5 ans plus tard, en 1911. Elle dira dans une lettre « Vivre d'abord, divorcer ensuite, et puis continuer à vivre ». Elle va là rencontrer donc un succès, mais aussi tout un ensemble, comme je le disais tout à l'heure, d'artistes appartenant au milieu lesbien parisien, comme par exemple Nathalie Barnet, que vous voyez ici, ou Renée Vivien, qui était actrice, elle aussi. Voici ici Nathalie Barnet et Romaine Brooks, musicienne et danseuse. Et juste au-dessus ici, vous avez Lucie de la rue Mardrus, donc la fameuse femme du docteur Mardrus, qui avait proposé donc, quand je vous disais donc de leur faire un enfant à toutes, vous les voyez là, elles sont toutes là, et il avait proposé donc de les marier toutes, de leur faire un enfant à tous. Elle rencontre Auguste Thériault, qui est, dit-elle, robuste et courageux, très cultivé. Il est d'abord l'amant d'une de ses amies, Liane de Pougy, avant de devenir son amant à elle. Et voici ce qu'elle dit: « L'aventure me paraît grave, surtout pour lui. » Si on poursuivait dans les aventures et la vie qui ont particulièrement marqué les œuvres de Colette, on trouverait son avant-dernier mari, qui est Henri de Jouvenel. Henri de Jouvenel, ministre de l'Éducation nationale quand même, hein, il a disparu des radars, où personne ne sait vraiment qui il est maintenant. Bon, c'est un homme du 19e siècle, hein, il est né en 1876, mais
Il était rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Le Matin et s'était rencontré justement quand son journal parlait des exploits de Colette sur scène et d'aller voir ce dont il s'agissait. Et puis il avait trouvé un personnage tout à fait intéressant. Mariage, elle devient donc baronne Jouvenel des Ursins et elle dit « Madame la baronne de Jouvenel », un titre qui m'allait comme une plume dans le derrière. Jamais content. Surtout donc Vichato, enfin évidemment Vichato. C'est surtout, et la critique n'a pas fini de se déchaîner, il se trouve que Henri de Jouvenel a un enfant, un garçon qui s'appelle Bertrand, et ce Bertrand, eh bien, il va devenir, est-ce que nous avons un Bertrand quelque part, ce Bertrand de Jouvenel, voilà, eh bien, va devenir un de ces grands modèles littéraires, parce que le portraiturera sous les traits de Chéri, le personnage, la grande dernière saga qu'elle fera, série qui s'appelle Chéri, c'est sur lui, en quelque sorte. Donc ils ont un décardage très très important, et ce sera son avant-dernier grand amour. Voici ce qu'elle dit de lui. Je le frictionne, je le gave, le frotte au sable, le brunit au soleil. Ce sont là sans doute les plus heureuses années de ma vie. Et puis lui écrit « Il m'arriva de trouver Colette en conciliabule avec Hélène Picard et Germaine Beaumont, donc ses amis artistes. Un jour, Colette me prit à part et me demanda laquelle de ces jeunes femmes je trouvais la plus attrayante. Très embarrassé, je balbutiai. Colette, devinant mon incompréhension, me dit quelque chose comme « Il te faudrait être un homme ». Je ne comprenais toujours pas et Colette entreprit mon éducation sentimentale. Avec son mari Henri, cependant, elle aura un enfant et qui s'appellera Belgazou, surnommé Belgazou. Voilà Belgazou. La grossesse se passerait, elle est déjà un peu âgée, puisqu'elle a 1913, et elle a 36 ans, enfin un peu âgée, c'est relatif, mais 27 et 13, non, elle a 40 ans. Sa mère lui disait souvent, parce que vous avez compris que sa mère désapprouvait tout de même un petit peu ce genre de vie, sa mère lui disait souvent « Tu n'es même pas bonne à faire un enfant ». D'où cette citation de tout à l'heure, cette longue phrase « Et si maintenant j'étais là, tu me regarderais et puis tu pourrais dire un peu différemment par rapport ». Et la grossesse se passe assez, alors bien si on prend la dimension médicale, mais assez mal si on prend l'aspect psychologique. « Ma portée bouge », écrit-elle à une de ses amies, pour dire que dans le ventre, évidemment, l'enfant remue. Vers la fin, j'avais l'air d'un rat qui traîne un œuf volé. Il faut voir que c'est quand même une artiste de mime et de pantomime. Donc l'aspect corps est très important. Si d'ailleurs une des premières photographies avec Willy, on voit leur intérieur, il y a des anneaux qui pendent au plafond. Et dans la photo où elle est avec Francis Carco, c'est quand même assez musclé. C'est quelqu'un qui sait faire des sauts périlleux, qui sait marcher sous les mains, voilà, c'est une artiste de musical. Donc le corps est une dimension très importante. Donc les déformations du corps liées à la grossesse sont évidemment particulièrement difficiles. À Georges Vague, elle écrit « Quand la fille est née, j'ai une petite rate, j'y ai mis le prix, 30 heures sans aucun répit, le chloroforme et les forceps, elle est bien faite et jolie. » Plus tard, elle la met d'ailleurs très rapidement en pension. J'aime les enfants, mais de loin. Voici ce que dit d'ailleurs une critique. J'ai connu Belgazou lorsqu'elle avait 60 ans. Elle est morte en 1981. C'était une femme vive, intelligente et qui avait hérité de l'humour de sa mère. Quand on lui parlait de Colette,
elle demeurait étrangement silencieuse. Un jour, pourtant, elle m'a dit « Ma mère m'intimidait beaucoup. » Que nous dit Colette? La magnifique petite bougresse aime la campagne, la natation, les autos de luxe, les phonographes, la danse. C'est à moi que cet enfant réserve sa plus discrète tendresse et sa meilleure humeur. Elle est un modèle d'enfant. Son corps contenterait les plus difficiles. Elle a le derrière dur, le bras charnu, et quand elle se lève sur la pointe de ses pieds nus, deux beaux muscles en forme de cœur sortent de ses mollets, comme à ceux des matelots quand ils grimpent dans le cordage. Pour la figure, tu y mets les sourcils de Sidi, donc sa mère, les yeux plus verts, le nez fendu, et ma bouche. Voilà. Belgazou. Alors intéressons-nous à deux... J'ai encore 10 minutes. Largement, oui. D'accord, très bien. Non, mais largement, parce qu'on a commencé un peu tard. Oui, non, mais très bien. Intéressons-nous à quelques-uns des grandes thématiques qui, à cette époque-là, traversent la plume de Colette. On a vu la nature, déjà, avec ses différents éléments. Eh bien, ce qui fait qu'elle est longtemps restée dans les programmes scolaires, de l'école primaire en particulier, évidemment, les chats et les bêtes. Alors, elle a eu plusieurs animaux. Voici quelques photographies. La chatte dernière, par exemple, Pati Pati, Gamelle, Souci, un chien, Toby chien, que vous avez ici. Voici ce qu'elle dit. La vieille chatte persane fait sa toilette, minutieuse, et tout comme moi, tout comme les personnes âgées. Elle dit ça dans un de ses derniers textes. Elle vient du Tchad, me dit son maître, elle pourrait aussi venir d'Asie. Elle s'appelle Baatou, ce qui veut dire le chat. Elle a 20 mois. Donc dans sa correspondance, très souvent elle parle de ces animaux. Je n'avais jamais possédé dans ma maison une créature aussi naturelle. Le chien gâté, calcule et ment. Le chat dissimule et simule. Baatou ne cachait rien. Toute saine et fleurant bon, la laine fraîche. Je pourrais écrire qu'elle se comportait en enfant candide, s'il y avait des enfants candides. Et enfin, elle aimait l'eau. Je lui en donnais souvent le matin une cuvette d'eau qu'elle vidait à grands jeux de pattes, toute mouillée, heureuse. Elle ronronnait. Et puis c'est évidemment avec les chats que sa célébrité restera auprès des enfants. Bon, je lis juste un petit passage, c'est un texte assez long, vous avez souvenir des textes sans doute sur les chats de Colette. Éveillé tôt, il s'en alla doucement se recoucher sur le banc de la salle d'attente, les trois divans serrés entre deux parois de vitre. C'est là qu'il vint les nuits suivantes, achever son repos. Il fermait de part et d'autre les rideaux opaques, presque neufs et déjà à demi détruits par le soleil. Il respirait sur son corps l'arôme même de sa solitude, l'âpre parfum félin. Un bras étendu. Alors attendez, je me suis trompé de texte là. Non, pardon. Oui, j'ai sauté un raisonnement. Et le raisonnement que j'ai sauté, c'est que dans les derniers textes qu'elle écrit, en particulier dans Chéri, il y a dans la représentation de ses amants, dans la représentation des corps, dans la représentation des contacts charnels qui peuvent exister, eh bien il y a justement une interférence avec sa passion pour les animaux. Et comme vous le voyez ici, il y a une animalisation en quelque sorte, mais une animalisation féline, j'ai mis ça sous la porte du chat, féline des corps qui, tel le chat, se déplace, occupe les canapés et se développe. La fin de la vie de Colette, on pourrait dire qu'elle s'assagit parce que le siècle change. Alors qu'est-ce que j'appelle s'assagit? C'est en fait le siècle qui tourne de son côté. Vous vous souviendrez que dans l'après-guerre, un énorme scandale littéraire va traverser la société mais aussi la littérature.
c'est la publication en 1922 de La Garçonne par Victor Marguerite. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est finalement une forme de description de ce que vivait Colette depuis 15 ans. Depuis 15 ans, dans les milieux parisiens, il y avait des femmes émancipées qui vivaient en gagnant leur vie, qui vivaient dans des cercles dont elles avaient décidé la teneur, le fonctionnement, qui avaient de l'argent pour s'acheter des maisons, qui voyageaient, qui se déplaçaient. Et en 22, ce mode de vie-là, en quelque sorte, cette existence-là, explose au grand jour avec la publication par Victor Marguerite de La Garçonne. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une jeune fille promise au mariage, mais un jour, elle constate que son fiancé se déplace dans la rue, elle le suit comme ça, et avant de le rattraper, elle le voit entrer quelque part, et où il entre dans sa garçonnière, parce qu'il entretient une femme dans un appartement. Donc elle rompt son mariage, mais elle rompt aussi la confiance qu'elle peut avoir dans les hommes. Et dès lors, elle va essayer de vivre par elle-même, c'est-à-dire en gagnant son propre argent, c'est-à-dire aussi en vivant tel qu'elle désire vivre. Et comble de l'horreur, si je puis dire, elle va choisir elle-même ses amants et en prendre un en particulier, qui est un danseur exotique, un homme qui danse nu dans les cabarets parisiens, sur les scènes parisiennes, un danseur nu. Et le scandale est énorme, un scandale qu'on ne peut pas du tout imaginer aujourd'hui, mais Madame Bovary, ce fut un scandale. Madame Bovary en 1857, ça a été un scandale aussi énorme pour cette même situation. On est là 70 ans plus tard, et le scandale est encore énorme. Pour vous donner une idée, le livre est immédiatement traduit en 27 langues. Donc, comme Colette, 15 ans plus tôt, faisait scandale sur scène, eh bien, le roman fait scandale, et c'est le succès du scandale qui l'éclaire. Et on retire dans la foulée la Légion d'honneur à Victor Marguerite, qui l'avait eu sur les champs de bataille, parce que son père était militaire, était général, mort pendant la guerre de 70, et lui et son frère appartenaient au régiment des Zouaves. Donc il avait fait des guerres coloniales, retiré de l'armée avec la Légion d'honneur, il s'était lancé dans l'écriture, et on lui retire la Légion d'honneur en 1922 pour ce roman-là, qui décidément est trop scandaleux. Mais de fait, la société prend conscience, après la Première Guerre mondiale, de cette situation qu'il n'y a plus cette morale très importante qui peut s'acharner sur une ou deux personnes. La société a changé. Le monde dans lequel vivait Colette en 1906, c'est devenu un monde très commun en 1922, même si ça continue à faire scandale. Mais ça continue aussi à faire scandale parce que c'est écrit. Il y a encore un poids d'écriture qui est évidemment beaucoup plus grand que le simple poids de la réalité. Donc ce n'est pas que sa vie, ça s'agit en quelque sorte, mais c'est que le monde s'habitue davantage à cette figure de la femme émancipée. Je passe parce que le texte m'amènerait un peu loin sur cette dimension. Son dernier amour, ce sera Maurice, qui est marchand de perles à l'origine, qui l'aidera financièrement lorsqu'elle aura des baisses un petit peu de revenus avec les aléas de la publication de ses romans, qu'elle aidera elle-même quand son magasin de perles déclinera un petit peu. Et surtout, ils vivront tous les deux une grande crise qui est la Seconde Guerre mondiale, puisque, étant juif, il est arrêté. Il est arrêté à Compiègne, il est interné à Compiègne, et elle essaiera et réussira à le faire libérer en jouant sur toutes les relations qu'elle peut avoir. Ils iront s'enfuir d'abord à Saint-Tropez, puis quand tout sera occupé, ils essaieront de disparaître, toute la France sera occupée, ils essaieront de disparaître un petit peu là encore en Bretagne. Il y a toute une partie assez romanesque de leur existence, dans laquelle ils vivent dans une France occupée en étant avec un mari juif, ça pose des problèmes.
rappelez-vous qu'une grande partie, une partie en tout cas des artistes français se sont exilés, en particulier des acteurs, ont quitté la France pour les États-Unis, sont partis ne sont revenus qu'après. Elle reste sur place avec tous les ennuis que cela peut proposer. Et puis elle se lance dans un dernier, après la guerre, elle se lance dans un dernier domaine qui est l'ouverture d'un magasin. Voilà. Un magasin de parfumerie qui fera aussi des activités culinaires. Bref, vous voyez, sur cette fin de Seconde Guerre mondiale et puis cette fin de vie, elle diversifie un petit peu ses activités. Elle envoie à ses amis des petits mots dans lesquels elle fait de la publicité pour sa cuisine de Colette, pour sa parfumerie. Voici quelques petits messages qu'elle envoie avec des recettes. Et ce qu'elle dit dans sa correspondance, c'est que le magasin marche assez bien, mais tout le monde vient avec un livre à la main. Parce que tout le monde veut se faire une dédicace du livre et non pas spécialement acheter une confiture d'orange ou un vin d'orange ou des truffes façon Colette ou autre élément culinaire qu'elle vend et qu'elle défend. Mais il n'y avait pas de ticket? Alors là, on est en 45. Donc ça a duré jusqu'en 47 les tickets. Ben oui. Donc, mais alors ça c'est une question. Voilà, là pour le coup, je n'ai pas la réponse pour comment elle a fait pour le rationnement. Oui. Et passé à côté. Ça je ne sais pas sur l'ensemble comment elle a pu réussir. En 45, Libération, elle se fait élire à l'unanimité membre de l'Académie Goncourt, qui délivre le prix. En 54, quand elle mourra, elle se fera remplacer par Jean Giono. Et à partir de là, eh bien, elle vit au Palais Royal, donc à Paris. Elle a un appartement au Palais Royal. Et elle vit de son écriture. Et elle connaît un dernier phénomène qui lui plaît assez, mais la laisse très perplexe aussi. C'est tout un ensemble d'adaptations de ses œuvres par le cinéma. En 1949, par exemple, sort Gigi de Jacqueline Audry. Elle a aidé en particulier à rédiger quelques dialogues. En 1950, Chéri de Pierre Billon. Mine de Jacqueline Audry encore. En 1951, on adapte ses œuvres au théâtre, joué à Monte-Carlo, joué à Versailles. Elle verra encore un Gigi en 1954 qui sera adapté par pas Liza Minnelli, mais son père, donc Minnelli, quel est son prénom à Minnelli, je ne sais plus, avec Leslie Caron. Donc adaptation, Vincente peut-être, Minnelli, oui, ça doit être ça, Vincente. Et lors de sa mort en 1954, elle reçoit des obsèques nationales. Alors, ça paraît très banal aujourd'hui des obsèques nationales parce que c'est tout de même assez courant. Maintenant, la République honore les chanteurs, les acteurs, les académiciens, enfin, il y a beaucoup d'hommages nationaux dans les Invalides, mais à cette époque-là, c'était quand même pas trop le cas. Et donc, elle fait partie des très rares écrivains à recevoir les hommages nationaux. Elle demande une cérémonie laïque et elle refuse les obsèques religieuses. On serait inhumé au Père-Lachaise. Une petite... Excusez-moi, qui s'est refusé, elle ou l'Église? C'est elle qui a refusé, testamentairement parlant. J'ai toujours lu que c'était l'Église qui avait refusé. Bah, apparemment, elle n'a pas émis, elle meurt le 3 août, funérailles nationales, et elle n'avait pas visiblement particulièrement souhaité. Écoutez, je vous enverrai un petit mail pour vous dire. Là, je vois effectivement dans mes notes, je vois funérailles nationales et laïques, l'Église aurait refusé les obsèques. Mais je ne sais pas si le aurait, ça voulait dire qu'elle a refusé, ou si elle aurait refusé si elle lui avait demandé. J'avais plutôt compris que c'était si elle lui avait demandé,
elle aurait refusé, mais comme elle n'a pas demandé, ça n'a pas eu lieu. Alors pour terminer, je voudrais essayer quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça marche, c'est que nous avons des enregistrements de Colette. Et en particulier, nous avons un enregistrement d'un extrait de Sido. Alors je ne sais pas si ça... Oui. Est-ce qu'on a le temps d'en découvrir ou alors d'en créer un? Madame Colette, c'est pas un nom, ça ne dit rien. Qui est le Je ne pense pas que je sois très écoutez. On me demande de... Si vous avez YouTube, vous pourrez aller regarder Colette interview et vous trouverez tout un ensemble d'interviews, mais vous trouverez aussi des textes qu'elle lit. Ce qui m'intéressait, donc, c'est que c'était une lecture d'un extrait de Sido, mais aussi qu'elle a gardé toute sa vie son accent bourguignon. Alors moi je ne vais pas me moquer car je suis très doté de mon propre accent franc-comtois, mais elle a gardé, malgré ses 50 années de vie parisienne, elle a gardé cet accent tout au long de sa vie. Une des dernières choses qui l'amusera et qui l'intéressera, ça reste la publication de son œuvre complète en 15 volumes. Elle donnera la main à cela. Et quand on regarde la liste effectivement de ses œuvres, on s'aperçoit qu'elle a été un écrivain extrêmement prolifique. Voilà, je vais descendre. Et vous voyez qu'il y a des œuvres, des œuvres, des œuvres. Alors c'est pas Alexandre Dumas qui lui on a tout de même fait beaucoup, mais il n'était pas seul à écrire, mais un auteur extrêmement prolifique tout de même. Voilà, alors j'espère que je vous ai donné un peu l'envie d'aller découvrir par vous-même ou de redécouvrir certains des textes qu'elle a pu écrire ou que vous pouvez trouver. Ah, j'ai sauté une page, attendez, je m'aperçois que j'avais une page magasin quelque part. Non, il n'y a pas de page magasin. J'ai marqué une page magasin. Si, il y en avait une tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait cuisine, garçon, chat, bête, belgazou, travail, ami. Non, mais c'était pas ça qu'on avait, parce que tout à l'heure, c'était parents alphabétiques. Dans votre. Voilà. Voilà, là. Voilà. Magasin. Ah, magasin. Magasin, voilà. Voilà. Alors une petite invitation donc, au magasin de parfumerie. Elle dit par exemple donc, que ses amis viennent, enfin les clients viennent avec un livre sous la main, sous le bras pour se faire dédicacer. Elle dira aussi que quant à ses amis, elles viennent surtout pour maquiller Belgazou. Belgazou est beau ça. J'inaugure donc une petite lettre qu'elle envoie. J'inaugure mon magasin de produits de beauté mercredi 1er juin 32, donc là on est avant la guerre, pour ce magasin de parfumerie. Les 2 jours qui suivent, je serai heureuse, madame, de vous accueillir moi-même, 6 rue de Miroménil, et de vous conseiller les maquillages les plus saillants pour la Seine et pour la ville. Magasin, donc parfum avant la guerre et cuisine après, et voilà, en train de maquiller donc une de ses amies. Bien, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère donc que cette rapide présentation vous aura donné envie d'aller voir par vous-même et de redécouvrir. Si je vous donnais un conseil, je vous inviterais à lire Sido. Voilà, je crois que Sido, c'est une de ses œuvres les plus accomplies. Bien sûr, les Claudines sont amusantes, elles sont intéressantes. Sido reste quand même une œuvre de maturité, une œuvre philosophique presque. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Elle a quand même eu une vie extrêmement remplie parce qu'il faut ajouter à votre conférence tout ce qui nous a été dit sur sa partie musique. Alors ça, je ne vais pas te parler parce que oui, vous avez... Oui, non mais je veux dire, les deux mis bout à bout, ça fait quand même quelqu'un qui... Œuvre de pantomime et œuvre... oui, oui, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas fait pour naître à ce moment-là. Si elle voulait rester respectable. Ah, Elle a peut-être fait avancer les choses. Hein. Pardon? Elle a peut-être fait avancer les choses. Hein. Bah, il y avait beaucoup de gens qui faisaient avancer les choses. Oui. Autrefois, tout n'était pas si vertueux qu'on veut bien le dire aujourd'hui. Non. Hein? Non.
D'ailleurs, aujourd'hui, ça serait beau. Ben, on rencontre rarement de gens qui vivent comme ça parce que, ne serait-ce que pour des raisons de santé et de maladie, tout le monde travaille. Il faut avoir un emploi quelque part, plus ou moins. C'est donc un peu plus compliqué. Donc, voilà. Ah mais vous parlez de la drogue là, ça on n'en a pas parlé. C'était aussi un aspect du personnage, la drogue. Alors Ou ça, c'est une version expurgée pour les petits enfants? Alors ça, je dois dire, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire plus que cela sur cette question-là. Ça n'a pas l'air d'être Baudelaire quand même. Hein, il y a une systématisation un petit peu du fonctionnement de ce type-là. Mais c'est bien possible que dans cet attrait pour l'orientalisme aussi, que les drogues puissent intervenir à certains moments. Nicole, Oui. je pose une question. Oui. Je pose une question. Bien sûr. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses, mais sauf erreur de ma part, moi je me trompe de personnage, vous n'avez pas évoqué la collaboration avec Maurice Ravel. Non mais là, on a eu une conférence, justement, la conférence de Nicole Desgranges, portée sur la partie musicale. Sur toute la partie musicale. Oui. Et Nicole a trouvé des choses qui n'avaient jamais été jouées, jamais été produites et éditées. Donc on n'a pas enregistré sa conférence parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas éditées et ça va être édité dans l'été, je crois. Parce que dans la maison de collecte qu'on a été voir, donc à Saint-Sauveur-en-Puisée, c'est pas loin de Guédelon, c'est pour ça qu'on y était, il y a une partie musée et il y a une partie maison, et ils allaient ouvrir une partie réservée à la musique. On a vu son piano, mais ça a dit d'aller faire ça, parce que quand on était gamine à l'école, on ne nous en parlait pas beaucoup de ça. La partie musique, lequel il y a eu des relations avec Ravel, je n'en ai jamais entendu parler, c'est pas. Non. Ben, c'était. Je vais vous dire, pour moi, c'était aussi un écrivain à dicter. C'était une source inépuisable de dictée. On en a fait, le collège. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier parce que le personnage est quand même intéressant. Très bien, oui. Et puis, votre réflexion est intéressante sur l'école obligatoire. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, laissez les choses en place. Laissez